Bienvenue sur CivilNet. Les élections législatives en Arménie sont terminées et l'attention se porte de nouveau sur les grands enjeux de politique étrangère entre les tensions croissantes avec la Russie, le rapprochement avec l'Union européenne et la recherche de nouveaux partenariats de sécurité. L'Arménie se trouve à un moment charnière de son histoire et de sa politique extérieure. Pour en discuter, nous recevons Anahit Pilipossian, qui est vice-présidente du think tank April arménien. Merci d'être avec nous, Anahit. Merci. Parlons donc des élections qui viennent juste, ça fait peut-être 2 semaines que c'est terminé plus ou moins et nous revenons 10 jours. Et nous revenons aux questions de politique étrangère comme je l'ai dit. Durant la campagne électorale, nous avons été témoins de pressions de la part de la Russie, des pressions qui étaient à peine voilées. À l'étranger, beaucoup ont perçu aussi le choix de l'Arménie dans ces élections comme un choix entre l'Occident et la Russie. Est-ce que finalement notre dilemme arménien est-il vraiment un dilemme noir et blanc ? Alors, vous avez raison de préciser à l'étranger, car effectivement, à maintes reprises, selon les déclarations et les commentaires qu'on a pu voir en provenance de l'Europe, en parlant des résultats des élections, ces commentaires et déclarations affirmaient que c'était une victoire de l'Europe contre la Russie. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous parlez avec des commentateurs turcs, comme nous le faisons, ils y ont vu un choix entre la Turquie et la Russie. Et quand vous parlez avec des commentateurs américains, ils y ont vu une victoire américaine. Donc voilà, il faut aussi, je pense, contextualiser et apprécier que, voilà, il y avait plusieurs points de vue qui venaient de l'étranger. Mais ceci dit, il faut parler de cette lecture binaire et très mutuellement exclusive. Et indépendamment de qui semblait affronter qui, cette lecture binaire offre une vision limitée de la trajectoire véritable de la diplomatie arménienne et de ses moteurs. Quels sont les moteurs actuels de la diplomatie arménienne ? Ce sont les négociations de paix avec l'Azerbaïdjan, le processus de normalisation avec la Turquie et le dénouement de la guerre en Iran. Donc, compte tenu de sa géographie enclavée, de sa taille, du fait que 2 de ses frontières sont seulement ouvertes, l'Arménie doit apprendre à survivre, à naviguer ces développements géopolitiques plus larges et sa trajectoire n'est pas binaire selon nous après Arménia, mais c'est ce que nous appelons une diversification axée sur l'Occident. Donc, on vient d'en parler, on va rester un petit peu au niveau local aussi. Les résultats des élections, ils ont donné au gouvernement un véritable mandat aussi pour poursuivre sa diversification. Ou en tout cas, est-ce que vous avez l'impression que cette nouvelle structure post-élection donne au gouvernement plus de marge de manœuvre dans sa politique de diversification stratégique de l'Arménie et est-ce que ça va lui permettre de poursuivre son éloignement de la Russie ou bien il y a encore des limites au niveau de la société et que la société arménienne n'est peut-être pas prête à tout accepter non plus ? Alors, que pense la société, l'opinion publique? Je vais donner un caveat parce que l'opinion publique évolue avec son temps et les déroulements politiques et géopolitiques. Donc cela peut changer. Nous avons vu comment en 2022, l'opinion publique envers la Russie a extrêmement diminué lorsque la Russie est restée complètement passive en septembre 2022 lorsque l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie. Et donc les résultats électoraux du 7 juin, encore une fois, s'inscrivent dans une autre logique que cette logique binaire entre l'Europe, la Russie. Et je voudrais mettre en avant les sondages qui ont été effectués en amont des élections, qui indiquaient que les 2 grandes questions de la société arménienne, c'était la stabilité, leur sécurité humaine et l'économie. Et donc en ce qui concerne l'opinion publique sur la diversification, 2 points. Encore une fois, je vais mettre en avant les sondages, et notamment celui de la International Republican Institute qui a été publié en mai. Et la majorité des sondeurs optent pour des relations diplomatiques poussées avec les pays occidentaux, tout en gardant des liens avec la Russie. Par ailleurs, l'Iran est perçu comme un partenaire diplomatique important, tout comme les États-Unis, et les sondeurs ont aussi également tendance à être favorables à l'accession de l'Arménie à l'Union européenne.
Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Encore une fois, c'est le renforcement de cette idée que c'est une diversification axée sur l'Occident, selon laquelle l'Arménie garderait des liens avec tous les points cardinaux et avec une trajectoire un peu plus poussée avec l'Arménie. Le dernier point que je voudrais aussi souligner, c'est les programmes électoraux des partis politiques qui sont maintenant au Parlement. Si, selon leur programme électoral écrit et les discours, les déclarations qu'ils ont faites lors de la campagne, tous parlaient de diversification. Aucun n'a dit « nous allons couper les liens complètement avec la Russie ou l'Union européenne ou les États-Unis ». Tous ont parlé d'une diversification en donnant un poids, bien sûr, je le précise, un poids différent selon l'implication. Donc, encore une fois, il y a cette ambiguïté qu'il faut relever qui échappe complètement à cette logique binaire qu'on a vue en général vraiment dans les réseaux, dans les commentaires. Oui, c'est vraiment facile. Rendre une problématique beaucoup plus complexe, la facilité un peu à outrance finalement. C'est la tendance à toujours mettre une binarité dans des questions qui sont quand même plus complexes que ça. Mais malgré tout, la Russie a accru suite aux élections et aux résultats des élections ses pressions économiques sur l'Arménie, dont récemment avec un bannissement de l'exportation de certains biens arméniens en Russie, et remet ouvertement en question aussi l'avenir de l'Arménie au sein de l'OTSC, de l'Organisation du Traité de sécurité et de l'Union économique eurasiatique. L'Arménie, est-ce qu'elle est en train d'atteindre un point de non-retour stratégique dans sa relation avec Moscou? C'est la grande question et c'est à voir. Ce qu'on peut dire, ce qui est clair, c'est que la relation entre l'Arménie et la Russie n'est plus la même et que 2022 a été un point de bifurcation. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? En 2022, c'est encore une fois en septembre 2022, lorsque l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie, que la Russie, qui était un allié sécuritaire de l'Arménie selon les traités, n'a pas soutenu l'Arménie lors de cette incursion. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça a changé, ça ne va plus retourner aussi à ce qui a été avant 2022. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Les autorités arméniennes parlent de transformation pragmatique. Les autorités russes parlent d'un divorce qui peut être civilisé, c'est leur mot, ou pas. Qu'est-ce qu'ils entendent par civilisé à votre avis? À l'amiable. Okay. À l'amiable. On fait graduellement, de manière procédurale, disons, ou pas. Mais l'évolution future va sûrement être plus visible lors de la prochaine rencontre entre le Premier ministre arménien et le président russe. Si vous vous souvenez, en avril, ils s'étaient vus et nous avons vu l'effet domino après cette rencontre. Il y avait la déclaration au sommet d'Astana de l'Union économique eurasiatique. Nous avions les mesures que vous avez relevées. Donc, je pense que vraiment la prochaine rencontre entre Pachinian et Poutine va nous signaler où est-ce qu'on va. À quoi devrait ressembler, à votre avis, la nouvelle architecture de sécurité de l'Arménie si l'Arménie cesse en quelque sorte d'être dépendant sécuritairement d'un pays tiers? Donc, dans l'histoire de l'Arménie, on sait que l'Arménie a toujours été dépendante d'un autre pays pour sa sécurité, que ce soit la Russie. Maintenant, certains ont l'impression que l'Arménie se tourne au niveau sécuritaire vers l'Occident pour que ce soit l'Occident qui assure sa sécurité. Puis finalement, comment est-ce qu'on pourrait envisager justement cette nouvelle architecture de sécurité si l'Arménie est indépendante à ce niveau-là? Oui, alors effectivement, cette notion d'être dépendant d'un seul garant n'est pas viable. Et c'est une des grandes leçons de notre ère, une des grandes leçons géopolitiques et géoéconomiques de notre ère. Et même les Européens parlent ouvertement de leur dépendance militaire et digitale envers les États-Unis et parlent aussi de leur dépendance commerciale envers la Chine. Donc c'est vraiment une véritable réflexion globale, enfin très nationale ou locale, mais vraiment qui touche énormément de pays. Mais bon, donc pour en revenir à l'architecture de sécurité de l'Arménie, notre institut considère qu'il y a deux grands piliers. Le premier grand pilier,
c'est avoir une palette de partenaires extérieurs. Et le deuxième pilier, c'est d'avoir notre propre production et notre propre pensée autochtone. Donc pour en revenir au premier palier, la palette est bien large, est originale. Je ne dirais pas que c'est vraiment fondé sur l'Occident. Vous vous souvenez de la parade militaire du 28 mai? Nous avons vu des armes provenant de 7 pays différents, qui font partie de blocs sécuritaires exclusifs, et c'est une véritable réussite diplomatique et un assortiment original que d'avoir des armes de la Russie, de la France, de l'Inde, de la Belgique, de l'Iran et des États-Unis. J'espère que je n'en ai pas oublié, mais on en a 7. Donc c'est très important à se rappeler. Et aussi, notre partenariat militaire ne s'arrête pas là. Nous avons aussi des conseillers indiens, américains et français qui suivent les travaux du ministère de la Défense arménienne, et notamment les institutions, les réformes institutionnelles et la formation des militaires. Mais encore une fois, avoir du matériel de l'extérieur ne suffit pas. Il faut aussi développer son propre savoir-faire. Et c'est pour ça que parler du deuxième pilier, encore une fois, qui concerne notre talent propre, notre production propre, est aussi important à développer. Parce que, in fine, remplacer un seul garant avec plusieurs garants extérieurs, c'est toujours avoir une dépendance envers l'extérieur. Donc il faut aussi penser à renationaliser notre architecture. Et donc, encore une fois, on peut mettre en avant des avancées dans ce pilier-là. Nous avions, lors de la parade militaire, des armes qui viennent d'entreprises arméniennes, de notre industrie. Puis il y avait aussi, début juin, le jeudi avant les élections, le 7, l'exposition de nos armes technologiques et militaires propres. Donc c'était une grande exposition sur quelques jours. Et également maintenant, le débat se tourne plus vers la valeur ajoutée de l'industrie arménienne. En ce moment même, à Paris, se déroule l'Eurosatory, qui est le salon mondial de l'industrie de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre. Et pour la première fois, nous avons 18 entreprises arméniennes qui sont représentées. Donc il faut aussi en parler. Oui, on n'en a pas entendu parler tant que ça ici, quoi. Donc c'est une bonne nouvelle, oui, effectivement. Pour en revenir peut-être à l'Europe et à l'Arménie, on l'a noté déjà, mais on va le rappeler quand même, la relation entre les deux entités ont considérablement progressé. Mais à votre avis, quel bénéfice concret l'Arménie peut-elle raisonnablement espérer obtenir de l'Europe, de l'Union européenne au cours des 3 à 5 prochaines années, tant au niveau économique, ce qui intéresse beaucoup les Arméniens, c'est la sécurité évidemment, et les réformes institutionnelles. Mais vraiment la sécurité pour les Arméniens évidemment. Alors, je voudrais faire une petite mise au point sur les relations. Effectivement, les relations ont progressé, mais je ne pense pas qu'on a une vision bien claire. Et je voudrais un peu aider nos spectateurs ou à ceux qui nous écoutent à avoir une vision un peu plus claire. La base juridique et un accord de partenariat global qui a été signé en 2017. Je vais y revenir. En décembre dernier, l'Arménie et l'Union européenne ont adopté un nouveau programme stratégique pour approfondir leur partenariat dans les domaines politiques, économiques, sectoriels et aussi sécuritaires, avec des priorités à atteindre sur le court terme, 3 à 4 ans, et sur le long terme, 7 ans. En mai, nous avons eu pour la première fois le sommet Union européenne-Arménie, auquel se sont rajoutés d'autres documents stratégiques et notamment un programme, un partenariat bilatéral sur la connectivité. Et finalement… Ça veut dire quoi ça ? C'est un document qui révèle, qui illustre le soutien de l'Union européenne envers, je dirais, le carrefour de la paix
et l'idée que toutes les frontières de l'Arménie devraient être ouvertes et que l'Arménie doit faire partie de ce débat géopolitique et géoéconomique de la connectivité régionale. Mais aussi, je voudrais aussi signaler que nous avons en ce moment des pourparlers pour la libéralisation des visas pour les citoyens arméniens, qui est très important aussi pour les citoyens arméniens. Donc, voilà, c'est un patchwork, c'est la métaphore que j'utilise souvent, et c'est une base juridique très solide. Et donc, qu'en attendre de plus? Je pense que l'avenir de l'Arménie avec l'Union européenne va dépendre du sérieux avec lequel le nouveau gouvernement et les parties prenantes concernées, notamment les entreprises arméniennes et la société civile, vont travailler très concrètement pour la mise en œuvre ou accompagner la mise en œuvre de tous ces documents stratégiques. Pourquoi? On a signé énormément de documents, maintenant on a du travail à faire. Je vous ai parlé de cet accord de 2017, CEPA en anglais, c'est l'accord global et renforcé de partenariat entre l'Arménie et l'Union européenne. Cet accord devait être mis en œuvre complètement en 2021. Ce n'est pas le cas. Nous devons aussi recruter des spécialistes sectoriels et installer des départements responsables pour faire avancer leurs réformes sectorielles. Nous manquons aussi de spécialistes et d'institutions dans les ministères pour avancer tous ces dossiers. Et de même, société civile et entreprises ne sont pas tant familières avec les règles procédurales ou sectorielles et les normes sanitaires, phytosanitaires du marché unique. Il y a énormément de travail à faire pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Et donc, très concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est renforcer la capacité du gouvernement et aussi aider à institutionnaliser cette trajectoire européenne. Et dernière question qui est en lien avec tout ce dont on a parlé et même au début. À l'horizon 2030, il nous reste 4 ans. Qu'est-ce qui constituerait pour vous une politique étrangère arménienne réussie? C'est une question qui peut être répondue à travers un projet de recherche. Mais si je devais donner mon point de vue personnel, sur plus ou moins spontané, je dirais que une politique étrangère arménienne réussie s'évaluerait sur la réussite de la vision déclarée de la diplomatie arménienne et de la satisfaction des attentes de la société arménienne. Et donc, quelle est cette vision déclarée de la diplomatie arménienne? Quels sont les grands chantiers? Les grands chantiers se sont exprimés à travers le programme de paix, le Peace Agenda, du gouvernement. Donc, qu'est-ce que ça inclut? Signature du traité de paix avec l'Azerbaïdjan, normalisation des relations avec la Turquie et l'ouverture de toutes nos frontières. Et donc, quand on parle de l'ouverture de toutes nos frontières, cela inclut, mais pas seulement, la TRIP, la Trump Route for International Peace and Prosperity, mais également la connectivité, encore une fois, avec la Turquie, parce que la Turquie est membre d'une union douanière avec l'Union européenne. Donc, on aurait un contact direct avec une union douanière avec l'Union européenne. Et aussi avec l'Azerbaïdjan, parce que si vous vous souvenez avec la déclaration de Washington d'août 2025, il y avait aussi cette notion de recevoir des bénéfices réciproques. Il y a aussi d'autres chantiers sur lesquels la diplomatie travaille, la démarcation des frontières avec l'Azerbaïdjan, le retour aussi, il faut en parler, souvenons-nous qu'il y a 200 km² du territoire arménien souverain qui est occupé par l'Azerbaïdjan. Et finalement, je pense qu'il faut aussi se rappeler que ce qui tient au cœur de la société arménienne, c'est la libération des prisonniers. Et donc, 2030, où on en est avec cette diversification axée sur l'Occident, beaucoup de choses à faire, mais pour en revenir entre l'Europe et la Russie,
Je pense qu'il faut vraiment travailler sur la mise en œuvre ou la mise en force complète de l'accord global renforcé, de partenariat global et renforcé. Il faut aussi voir la réalisation des premières priorités qui ont été indiquées en décembre dernier entre l'Union européenne et l'Arménie, et aussi la finalisation du dialogue sur la libéralisation des visas. Et tout cela en ayant trouvé un nouveau mode de fonctionnement confortable avec la Russie. Sacré défi, hein. Merci à vous d'être resté avec nous et pour cette interview. Merci Annie. Merci à vous aussi d'être resté avec nous et continuer à nous suivre.